Merci beaucoup, professeur Bakpa. Je remercie d'abord le président du comité d'organisation, le président du comité scientifique, qui ont bien voulu m'inviter à ce colloque international. Je remercie le conférencier qui m'a précédé. Il a dit beaucoup de choses. Et je pense que cette conférence vient à point nommé. Faustina Lente. Il faut aller pas à pas. Il faut aller pas à pas. Les participants ici, des collègues ont dit qu'il y a des langues. Écoutez, ce que lui a dit, il faut des textes. Cela dit que, ça veut dire que les préalables ont été déjà réglés. Cela veut dire, voilà. Certains ont dit qu'il y a des variétés, c'est clair. Il faut régler tous ces problèmes d'abord. Linguiste. Nous ne disons pas langue, nous. Continuum dialectal. La semaine dernière, j'ai mis l'accent là-dessus. Il faut finir, vous voyez, cette préliminaire, il a été clair. Hein, avant de pouvoir dire, nous sommes maintenant au niveau des autres. La terminologie, d'accord, on va innover. Mais n'oublions pas que les concepts en sciences, en technologie, sont universels. Il faut bien les termes aujourd'hui. En anglais, en français, on va dire étymologie grecque, d'autres latin. Vous voyez, regardez le mot phonétique, hein, c'est de phonère, grec, son. Phonetics, vous voyez. Le russe dit phonetica. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que ça marche. Hein? C'est comme ça que ça marche. Nous devons réfléchir. Qu'est-ce que ce phonème-là signifie? Alors, on va trouver, nous, chez nous, on va dire ceci, cela. Ça ne va pas cadrer. Allons pas à pas. Faisons ce qu'il faut faire d'abord. D'abord, chez nous, on dit que nos langues de nationalité là, deviennent d'abord langue nationale. À l'heure où certains ne connaissent pas encore les règles d'établissement d'un alphabet, d'établissement d'une orthographe, parce que l'orthographe doit être pandialectale. Écoutez, si nous ne faisons pas ces choses-là, faisons-le d'abord. Voilà. Et il a dit beaucoup de choses. Pas du structuralisme, comment décrire les langues. Il faut connaître la langue. Ferdinand de Saussure, le linguiste ne prescrit pas, il a dit. Le linguiste décrit. La grammaire est dans la langue. Hein. Je suis allé à l'école, on parle de la grammaire est dans la langue. J'ai étudié, je sais ce qu'on appelle ici, je fais mes analyses. Nous allons d'abord sur le terrain. Il faut faire beaucoup attention. On ne va pas parachuter les choses pour dire qu'on est en train de faire de la terminologie. Ça n'aboutira pas. En traduction, je suis traducteur. J'ai traduit pendant je ne sais combien d'années, depuis 2004. Toutes les thèses, c'est difficile. Des gens qui ont été dans ces pays de l'Est pour pouvoir obtenir leur inscription au CAMES. Les thèses, en plus, ce n'est pas du tout facile. Les articles scientifiques, et je les fais avec succès. Donc j'ai eu certaines expériences. La traduction, c'est de la culture aussi. Hein? Le professeur Liga a dit tout à l'heure, pourtant mes amis, je ne sais pas du qu'un, ah oui, teacher school. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas cette culture-là. Et ils ont emprunt. C'est progressivement qu'on va trouver tout cela. Si on désire de traduire le mot neige dans nos langues, c'est compliqué. Parce que la neige, c'est quoi? Les gens n'ont jamais vu ça. Les gens disent que c'est des barres de glace qui tombent. Ils disent, oh là là, si c'est des barres de glace, on allait tous mourir. Parce que qui n'ont pas de la langue, il faut chercher. Bref. Alors, je vais entretenir avec vous de la typologie. Maintenant, nous connaissons la structure interne de nos langues d'abord. Je parle le français, hein, notre langue officielle. J'avoue que nous ne connaissons pas. Le professeur Bolou-Vipère, son nom disait, nous nous débrouillons en français. Il faut connaître d'abord ce que c'est que ce français. On parle de traduction. C'est deux langues.
si nous ne les maîtrisons pas. Hein? Ce n'est pas possible. Nous faisons n'importe quoi. Voyez? Donc il faut connaître ces choses-là. Et ça va nous aider nous aussi à connaître nos langues nationales, etc. Alors, plusieurs études ont été réalisées sur le français. Très peu de documents traitent de la typologie structurelle du français. À travers ces documents, on constate que les linguistes n'accordent pas leur violon. Pour ça, pire. Le français, comme beaucoup de langues modernes d'Europe, serait de type faiblement synthétique. Par contre, pour Yemslem, parlant de la typologie controversée du français écrit, certains disent que le français est du type isolant, alors que d'autres pensent qu'il est sur le chemin de la polysynthèse. Dans le dictionnaire linguistique des sciences du langage de Dubois, il est écrit ce qui suit. Une langue analytique est une langue isolante, en particulier le français. Vu les diverses positions de ses auteurs, on se rend compte que la tendance structurelle du français reste encore discutée. Bien que le Yoruba compte parmi les langues africaines du groupe Kwa, qui ont été les plus étudiées, la plupart des analyses ont été descriptives. Beaucoup de phénomènes n'ont été traités que de façon superficielle. Nous nous proposons de faire, dans la présente communication, l'analyse quantitative typologique des langues françaises et yoruba en utilisant les moyens statistiques qui permettent de dépasser la description et d'atteindre à l'explication des phénomènes. Dans le système de classification de Wilhelm von Humboldt, linguiste allemand, les langues sont classées selon des types structurels, le type isolant, le type agglutinant et le type flexionnel. Alors j'avoue, vous savez, quand j'enseigne à mes étudiants à l'école normale supérieure, voyez ce que vient de dire le professeur tunisien. C'est basé sur le français que nous ne connaissons pas. Nous, ici, nous enseignons le français avec la méthode d'enseignement du français, langue seconde. Dans les communautés, vous voyez, ils vont prendre le Bénin. Il y a les Batombou, les Baribala, il y a les Fonds, il y a les Gains, il y a les Adja. Alors, on vous a fait dans ces régions-là, vous devez leur enseigner le français. Vous êtes confronté à des problèmes. Oui ou non? Ah oui, il y a deux langues. Dès qu'il y a deux langues, vous savez tout ce que nous avons appris en socio-linguistique. Les interférences. Mais comment faire si nous-mêmes ne connaissons pas pourquoi il y a ce type de faute? Si nous ne connaissons pas la structure du français, si nous ne connaissons pas la structure de cette langue seconde, de notre langue première à enseigner, nous n'enseignons pas bien. Voyez-vous, donc, faisons beaucoup attention. Nous allons voir aujourd'hui le vrai visage du français et à partir de Yoruba, voir le vrai visage de cette langue-là parlée chez nous, surtout du groupe Kwa. Ça va nous apprendre. Vous voyez, au baccalauréat, les jeunes disent telle copie, je mets 2, je mets 3. Non, non. Mais je vous les corriger, vous savez pourquoi ils font ces fautes-là? Quand les structures syntaxiques ne sont pas les mêmes, les structures morphologiques ne sont pas les mêmes, à qui la faute? À l'enseignant d'abord, avant de parler de description. Alors, à quel type structurel appartiennent les langues françaises et yoruba? Avant de développer cette hypothèse, il est nécessaire de se pencher sur la résolution des problèmes suivants. Dégager les modèles de structure syllabique, déterminer les types de structures morphologiques, calculer les indices typologiques de la structure morphologique du mot, déterminer les modèles de structure monosyllabique, et étudier la corrélation entre les frontières de morphèmes et les frontières de syllabes. La corrélation entre la syllabe et le morphème peut servir à déterminer les tendances grammaticales qui agissent dans la langue. Quand nous connaissons ces tendances-là, nous appliquons n'importe quelle théorie. Nous appliquons n'importe quelle théorie. Alors, je vais un exemple pour mon grand ami, le professeur Issa Takashi, humblement, qui a fait sa thèse au laboratoire B, à Gadomé, sous la direction du professeur Kako. Le professeur Kako avait associé 3 jeunes docteurs à l'époque, Dacruz Maxime, Zéphirin Tossa et moi-même. Le professeur Takashi a travaillé sur le charme. Alors, il voulait appliquer les théories de charme et de gouvernement. Donc, quand il m'a dit, ça, si vous faites ça, la structure de cette langue-là, ça ne correspond pas. Il m'a beaucoup remercié, on est des amis.
jusqu'à son dernier souffle. Tous mes jurys de tout temps de thèse, Takassi était présent. J'étais souvent à Lomé. Vous comprenez? Ah, vous m'avez sauvé. Vous comprenez? Donc quand on connaît le type de la langue, la structure même de la langue, on sait quelle théorie appliquer. Les premiers missionnaires qui ont travaillé je prends un exemple, sur le Yoruba, on dit n'importe quoi. Ils sont partis des universaux. Vous comprenez? Ils disent, bon, ça c'est article, ça c'est ceci, ça c'est cela. Des catégories grammatiques qui n'existent, qui ne peuvent pas exister en Yoruba. Les premiers écrits l'ont mis. C'est quand les Nigériens Yoruba ont été à l'école, dans les universités, et ils ont appris, ils ont dit, ah, attention, ça c'est pas possible. Il ne peut pas avoir des déterminants. Ils ont commencé, ils ont repris cette travaux-là. Donc faisons beaucoup attention. Si nous ne faisons pas attention, nous allons mal décrire nos langues. Ce que le professeur Bouatou a dit, on ne pourra même pas arriver là. Donc nous allons commencer d'abord par faire notre propre toilettage. Quand les frontières de syllabes coïncident largement avec les frontières de morphèmes, la langue est analytique et agglutinante. Mais si les frontières de syllabes et les frontières de morphèmes divergent, nous avons une langue flexionnelle synthétique. Clarification de concepts. Et là, je vous prie d'être un peu patient. Nous allons revenir sur certaines théories. Le mot typologie, je l'ai entendu hier, l'archéologue a parlé de typologie, professeur Barret, et en sociologie, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot typologie date à peu près du début du XIXe siècle. La curiosité que manifeste l'Europe du XVIe au XVIIIe siècle pour tout ce qui est différent met le savant devant une diversité qu'il convient de décrire et d'interpréter. Ce mouvement, qui donne par ailleurs naissance à l'anthropologie et à l'ethnologie, se trouve dans le domaine linguistique. Le Midritat de Adelung propose un corpus d'environ 500 langues décrites, bien évidemment, sans beaucoup de soins ni de précision. Mais la diversité est là. Comment s'en rendre maître? La réponse sera double. D'un côté, la linguistique historique ordonne les langues selon les principes de la classification généalogique et les rassemble en familles issues d'une même langue originaire. D'un autre côté, des linguistes comme Friedrich Schlegel, puis Humboldt, mais aussi Bopp, l'un des fondateurs de la grammaire comparée, classe les diverses langues selon une caractéristique considérée comme fondamentale, la structure du mot. Et il faut le rappeler, certains font vraiment cette erreur. Ce n'est pas Ferdinand de Saussure qui a inventé la linguistique, c'est plutôt... Ça. Mais je vais utiliser quel micro? Mais c'était pas ça, hein? C'était lui. Ça peut aller? Non. Téléphone? Non. C'est tout. Fais attention. Allez-y. Bon. Alors, je disais que on fait souvent certaines erreurs. C'est pas Ferdinand de Saussure qui a inventé la linguistique. C'est plutôt le philologue Franz Bopp, en 1833, qui l'a inventé. Ferdinand de Saussure a appliqué à cette science les principes du structuralisme. Donc l'un des fondateurs de la grammaire comparée classe les diverses langues selon une caractéristique considérée comme fondamentale, la structure du mot. C'est ainsi qu'apparaît et se précise la classification fondée sur la morphologie qui distingue langue isolante, langue agglutinante, langue flexionnelle et sur un plan différent, langue polysynthétique. Cette classification restera longtemps le modèle de toute typologie linguistique. Il est frappant de constater que les deux classifications, l'une diachronique et l'autre synchronique, au moins en principe, car elle a souvent été interprétée dans un sens évolutionniste, ont les mêmes caractéristiques formelles. Tous deux sont globales et monothétiques, c'est-à-dire construites selon un seul trait qui permet de les ranger selon un ordre hiérarchique. Le terme de typologie apparaît vers 1920-1930 et s'applique alors à la classification morphologique des langues, comme nous venons de rappeler. D'où vient le mot? En laissant de côté les sens qui ne nous intéressent pas.
le mot a été employé en archéologie, puis en psychologie, en particulier dans le domaine de l'anthropologie psychophysiologique et de la caractériologie. On parle de biotypologie et de type humain. C'est en ce sens que Pierron définit le type comme un ensemble de caractères en général, à la fois physiques et psychiques, comportant une certaine unité. Dans cette définition apparaît clairement la conception du type comme genre naturel. C'est la formule même de Cournot pour lequel le type s'oppose au genre artificiel parce qu'il est constitué d'un grand nombre de caractères qui forment un tout organique. En ce sens, la classification morphologique se présente bien dès son origine comme une typologie. Pour Humboldt, comme plus tard pour Schleicher, les types morphologiques fondamentaux impliquent des organisations distinctes et cohérentes du système linguistique. Toute la question que posent les typologies de ce genre est une question essentielle pour les sciences de l'homme. Y a-t-il dans les faits humains des espèces naturelles? Qu'on fait le problème aujourd'hui, il y a des types de natural kinds en logique et épistémologie, comparables aux espèces naturelles du monde physique. Mais le terme de typologie est aujourd'hui couramment utilisé dans d'autres disciplines comme la sociologie, l'ethnologie ou la science politique avec une signification assez différente. La typologie ici consiste à classer les diverses formes que revêt une réalité globale en un certain nombre de catégories constituant des classes exclusives. Elle repose souvent sur des méthodes statistiques, analyse factorielle, analyse des correspondances et se présente comme une classification polythétique dans laquelle interviennent les traits multiples, non nécessairement hiérarchisés. On constate ainsi que les types idéaux de Weber sont beaucoup plus proches de la typologie au sens traditionnel que des classifications statistiques d'aujourd'hui. En fait, type organique et type statistique reposent les deux pôles entre lesquels se meuvent les recherches d'aujourd'hui dans le domaine des faits humains. Le type organique correspond au genre naturel, dont la découverte montrerait que l'on a triomphé de la diversité, tandis que le type statistique correspond au genre artificiel, préalable, nécessaire à l'analyse, même s'il ne représente qu'un artifice provisoire. Comment se pose alors le problème de la classification? D'un côté, il semble que la plupart des linguistes se défient des typologies globales et monothétiques, bien que Scalica, par exemple, ait continué à affiner la classification morphologique traditionnelle. Mais par ailleurs, tous ne sont pas prêts à faire le saut qui les conduirait à envisager les classifications reposant sur des traits nombreux, non nécessairement convergents et susceptibles d'un traitement statistique. Et une situation nouvelle est intervenue avec la grammaire générative qui s'est moins intéressée à la classification qu'à la recherche des universaux du langage. En effet, la distinction entre universaux formels et substantiels a une conséquence essentielle. Les universaux formels, les seuls intéressants, ont un degré d'abstraction tel par rapport à la surface que la typologie classique n'a plus guère de sens. Or, maintenant que l'enthousiasme génératif s'est à peu près éteint, on s'est aperçu des dangers d'une abstraction qui rend difficilement valides les hypothèses concernant les universaux. Ici aussi s'impose peu à peu la perspective empirique et, dirons-nous, documentaire. Nous connaissons encore trop mal les structures de surface attestées des langues du monde pour sauter l'étape de la description et de la comparaison. Revenons à une considération plus banale des objets langues. Selon le mot de M. Vandrouska, elles sont à la fois comparables et uniques, c'est-à-dire que l'on peut distinguer a priori trois cas en ce qui concerne les relations entre langues diverses. On fait Greenberg. Une langue est comme toutes les autres langues, c'est les universaux. Une langue est comme quelques autres langues, c'est les typologies. Une langue n'est comme aucune autre langue, c'est des traits individuels. Ce cadre simple permet de situer les positions de différents linguistes. Il y a d'un côté les minimalistes, pour lesquels les caractéristiques universelles sont peu nombreuses. Ce serait en partie la conception d'André Martinet, selon lequel la double articulation est à peu près le seul trait universel des langues. D'un autre côté, il y aurait les maximalistes, les générativistes classiques, par exemple, pour lesquels les langues ont une structure essentielle commune. Mais la diversité de surface les conduit, nous l'avons vu, à situer les universaux
dans une organisation abstraite et formelle. Il est amusant de constater que les deux positions extrêmes récusent en fait l'enquête descriptive comparée. On y verrait volontiers le signe d'une attitude largement anti-scientifique devant les faits humains, comme s'il y avait de grandes résistances à traiter les langues de la façon que l'on traite les espèces animales ou végétales. Les langues ne sont ni identiques, ni irréductiblement différentes. Il convient seulement de changer d'attitude et d'ordonner leur variété. En fait, les linguistes, qu'ils le veuillent ou non, font de la classification, car toute description linguistique se fonde sur un cadre et sur des outils. Or, cadre de référence et outils d'analyse constituent soit des universaux, soit des paramètres classificatoires. Le linguiste part d'un modèle global du langage qui lui permet, par exemple, de distinguer un certain nombre de modules, un module phonique qui peut être lui-même découpé en modules segmentaires, modules suprasegmentaires et modules phonotactiques, un module morphologique, un module syntaxique, un module lexico-sémantique et un module pragmatique. Et à titre provisoire, le linguiste commencera par étudier chaque module avant d'envisager les relations des différents modules entre eux. On dira sans doute que les linguistes d'écoles différentes ne sont pas d'accord sur le nombre et la nature de ces modules. On croit plutôt que les spécialistes s'ingénient, pour la plupart, à grossir la différence et leurs différences. La morphologie est ici un bon exemple. Les générativistes ont tenté de s'en débarrasser pendant un certain temps, mais ont peu à peu été contraints de la réintroduire dans leur modèle, reconnaissant ainsi son existence et sa relative autonomie. Martinet, de son côté, préfère réduire la morphologie à l'étude des variantes formelles des signifiants, ce qui a toujours fait partie de la traditionnelle morphologie. Mais à côté de cette morphologie restreinte, il pose l'existence d'une synthématique et d'un classe sématique. Le mot n'est pas de Martinet, mais correspond exactement à l'objet de la démarche. Or, qu'est-ce que la synthématique? Sinon la morphologie dérivationnelle limitée aux capacités d'analyse en morphème du locuteur normal, mais incluant l'étude des symptômes figés. Et par ailleurs, la classe sématique est l'analyse en partie du discours. Ce que propose donc Martinet, c'est une classification plus fine des modules qui n'est pas aussi éloignée qu'il l'affirme les analyses traditionnelles. Par ailleurs, l'étude de chaque module conduit à reposer le problème classificatoire d'une manière interne, justifiant l'emploi de classes au lieu de parties de discours. Là, certains disent que c'est des classes sémantico-fonctionnelles que des parties de discours qui préexistent de toute éternité et sont valables pour toute langue. Martinet, dans syntaxe générale. Tout à fait exact. Mais faut-il en rester à l'étape de la négation? Car de deux choses l'une, où il peut y avoir n'importe quoi comme partie du discours, ce qui est bien difficile à croire, où il existe des régularités. Quelques pages après celles où se trouvent les lignes que nous venons de citer, André Martinet écrit « Ce serait une grave erreur de poser a priori qu'il existe des verbes dans toutes les langues. Mais il constitue, quelques lignes plus loin, mais le fait qu'on ne peut poser le verbe comme universel linguistique ne veut pas dire que nous ne puissions définir une classe verbale antérieurement à toute analyse linguistique particulière. On ne voit pas pourquoi la recherche s'arrête là. En fait, Martinet pose implicitement l'existence d'une classification des langues. D'un côté, les langues qui connaissent des verbes tels qu'il est défini et les langues sans verbe. L'existence d'un cadre conceptuel induit nécessairement une classification. Bon gré, mal gré, le linguiste a à sa disposition un cadre et des outils d'analyse. Un cadre d'abord qui lui est fourni par l'existence d'un certain nombre de domaines plus ou moins nettement séparés. Tout le monde semble en effet aujourd'hui reconnaître explicitement l'indépendance relative de modules linguistiques comme la phonologie segmentale et suprasegmentale, la morphologie, la syntaxe ou la morphosyntaxe, la sémantique, la pragmatique. Là, nous sommes revenus, c'était comme une conférence inaugurale, sur tous ces points de vue, pour montrer pourquoi nous ne devons pas nous détacher de la typologie. Et beaucoup de choses sont là pour nous permettre de comprendre. Parce qu'on dit verbe, vous comprenez, il n'y en a pas dans notre langue.
On va voir tout à l'heure. Je parle du Yoruba, je ne vais pas parler des autres. Mais je sais que les langues appartenant au groupe Kwa ont la même caractéristique que le Yoruba. Hein, dans ces langues-là, voyez-vous, les mots de par leur position. Hein, dans la phrase, ils ont une catégorie grammaticale. Vous prenez le dictionnaire. Le professeur Liga dit tout, il est en train de préparer le dictionnaire Gon. Peut-être je vais l'orienter vers le Nigeria. Parce que Badag, ils parlent Gon, il y a des dictionnaires peut-être de Gon là. Et quand vous prenez un dictionnaire, vous prenez un dictionnaire Yoruba, vous voyez le mot, hein, c'est écrit là. Mais ça ne veut pas signifier verbe. Ce n'est pas une catégorie grammaticale comme vous prenez le dictionnaire Larousse. Vous comprenez? Il fallait comprendre que ce détail-là, ce n'est pas possible, on ne peut pas appliquer en Yoruba ou dans les langues du groupe, quoi, certains parlent de conjugaison, c'est grave, c'est dommage. On va voir tout ça, la structure. Hein? C'est des langues à morphologie vraiment implicite. On ne peut pas. Qu'est-ce que la conjugaison? C'est les désinences, les déclinaisons. Mais dans ces langues-là, ça n'existe pas. Voyez-vous, alors là, si on ne connaît pas cette nature, tout ce que nous disons, ça va être difficile. Donc ça, c'était des rappels théoriques, parce que nous sommes en matière, là, c'est beaucoup. Nous travaillons beaucoup avec Capo, sans la base théorique, il n'y a rien du tout. Et voyez-vous, donc je suis spécialiste de la théorie en linguistique. Voilà. Il faut comprendre tout ce qui existe. Et maintenant, nous allons aller. Alors, la méthodologie. Bon, on ne va pas tout dire. Le texte, nous, le philologue, je suis philologue de formation, il y a quand même une nuance simple entre le philologue et le linguiste. La linguiste est née de la philologie, ça je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est les textes qu'on nous recommande. Parce que si vous prenez des mots isolés, vous ne pouvez pas. C'est des textes. C'est des textes. Voyez-vous? Alors, bon, c'est pas comment ils le font aussi aujourd'hui, les linguistes, hein, ils font comme nous. Parce que le philologue ne prend pas la langue pour elle-même. Parce que la langue a d'être donnée, vous comprenez? Que le philologue sort la culture. On dit que la langue est le véhicule de la culture, de l'histoire, de tout. Les linguistes qui reconstituent les proto-langues, etc., etc. Le philologue ne fait pas que description phonétique, description phonologique, mais il va loin. Voilà. Alors, il utilise le texte. Donc, le texte étant le produit du fonctionnement du système de la langue. Vous voyez, le fondement du système de la langue se trouve dans le texte. Et la source de données sur le caractère de ce système. 2 textes de même genre et style, en français et yoruba, ont été choisis. Les 10 textes ont été segmentés en mots, morphèmes, syllabes et ensuite ont été soumis à une analyse quantitative, typologique et statistique. Le problème essentiel du mot est celui de sa définition. La définition du mot est très malaisée. Toutefois, il existe dans la littérature linguistique un grand nombre de définitions du mot sans qu'aucune ne soit universellement admise. D'autres définitions prétendent tracer les limites du mot. Là aussi, leurs auteurs ne font souvent ressortir qu'un seul aspect du mot. Dans son article, le mot, ce talent remarque à juste titre qu'en définissant le mot, les linguistes partent d'ordinaire de la fausse conception que le mot est l'expression linguistique d'une notion particulière. Les formules de ces linguistes ne révèlent que le côté purement logique du mot, sans mentionner les autres particulièrement en tant qu'unité du sens de la langue, etc. Éventuellement. Alors, dans les langues, on nous fait filer parce qu'il y a des démonstrations, dans les langues analytiques et agglutinantes, comme le turc et le français, on peut définir le mot comme l'unité d'analyse grammaticale, ayant un sens doublé d'un complexe de sons, segmentable et non segmentable en éléments signifiants, pourvu d'une autonomie syntaxique et dont la forme graphique est généralement précédée, suivie d'un blanc dans un texte. Dans les langues syllabiques, comme le chinois, l'évé et le yoruba, où les frontières de syllabes coïncident avec les frontières de morphèmes, on peut définir le mot comme l'unité structuro-sémantique fondamentale de la langue, servant à dénoter un objet, une action ou un état, une qualité, une relation, un qualificatif du procès ou de la qualité ayant des caractéristiques sémantiques, phonétiques et grammaticales spécifiques pour chaque langue. Par contre, le morphème
dans cette langue syllabique peut être définie comme l'unité minimale d'analyse grammaticale ayant un sens doublé d'un complexe de sons, non segmentable en éléments signifiants et dépourvu d'une autonomie syntaxique. Voilà, alors, pour la segmentation du texte français en morphème, est faite à partir de l'ouvrage de Cela. Nous avons suivi les auteurs, selon les critères définis par Brousseau. La quantitative typologique a été faite selon les méthodes de Greenberg, le Minor, Sapir, etc. La segmentation du texte yoruba en morphème est faite selon les méthodes de Greenberg, de Krupa, et selon les critères définis dans certains dictionnaires et publications de la langue yoruba. Abraham, Awobuluyi, Bangboche, Delano, Olmsted et consorts. L'analyse quantitative typologique est faite selon les méthodes de Greenberg, Herdan, Krober, Le Minor, Milewski, Müller, Peirce, Sapir, etc. Alors, qu'est-ce que la théorie de la syllabe? On prend le texte, il ne faut pas aller n'importe comment. Excusez-moi, j'avais des étudiants en année de maîtrise qui voulaient travailler avec moi. Il faut prendre le texte. Vous pouvez faire? Oui. Allez segmenter le texte en syllabes. Depuis ne sais quelle année, je ne les ai plus jamais vus. Monsieur, c'est très difficile. On ne peut pas. C'est la réalité. Vous ne pouvez pas. Ah bon, vous ne pouvez pas. Voilà. D'autres, mais certains, quand même, sur petit courage. Donc, à des ateliers, c'est pourquoi je veux présenter encore cela. Ce n'est pas facile de segmenter un texte et de travailler sur un texte. Alors, théorie de la syllabe. La syllabe est une des unités fondamentales du langage. C'est le plus petit segment de la chaîne parlée que l'on émet au cours de la phonation. En effet, quand on parle, la première unité qu'on prononce n'est pas un son, mais une combinaison de sons, un groupe de sons, une syllabe. Le groupement des sons donne une unité phonétique plus importante, la syllabe. La définition scientifique de la syllabe n'a pas encore été établie avec exactitude, car les essais pour définir la syllabe ont été fondés sur des bases trop différentes, acoustiques, articulatoires ou fonctionnelles. Cependant, la syllabe est une réalité phonétique. Traditionnellement, la voyelle était considérée comme le noyau de la syllabe ou noyau syllabique, et du fait que l'on peut articuler un son vocalique seul, était appelée sonnante, la consonne étant alors uniquement ce qui sonne avec la voyelle sonnante. Le linguiste roumain Rossetti définit la syllabe comme une combinaison minimale de phonèmes, dont le noyau est une voyelle précédée ou suivie de consonnes. La fréquence de l'emploi des combinaisons de consonnes au début ou en finale permet de fixer l'endroit de division syllabique, tandis que le Cheikh Hala affirme que le centre de syllabe peut être une voyelle ou une consonne sonnante, soit voyelle, diphtongue, consonne liquide et nasale. Si l'on retient cette hypothèse, on se verra contraint d'accorder dans certaines langues et dans certains cas un statut vocalique à des sons qui habituellement ne le possèdent pas dans d'autres langues. D'après le phonéticien danois Otto Jespersen, les sons se groupent en syllabes autour du son le plus sonore et selon leur degré de sonorité. Il est évident que même dans les sons considérés comme sourds, certains, les occlusifs, sont plus sourds que d'autres, les constrictifs. Ce son le plus sonore peut bien entendu être une voyelle, mais cela n'est nullement obligatoire. Mais outre que cette théorie souffre de nombreuses exceptions, elle ne définit pas la frontière syllabique, c'est-à-dire la limite entre deux syllabes. Ferdinand de Saussure définit la syllabe d'après le degré d'aperture des sons. La frontière syllabique est alors située à l'endroit où l'on passe d'une fermeture à une ouverture et la syllabe comprise entre une ouverture et une fermeture. Maurice Gramont et Pierre Fouché se sont appuyés sur des critères physiologiques pour définir la syllabe. La syllabe est liée à la tension musculaire. La tension croît au début de l'émission jusqu'au centre de syllabe, puis décroît. Cette théorie semble confirmée non seulement par des faits de phonétique évolutive, mais aussi par les travaux des phonéticiens Stetson américains, Zwiner allemands, qui ont expérimentalement constaté que la courbe d'intensité sonore lors de l'émission de la syllabe suit la courbe des variations de tension musculaire. Une syllabe terminée par une voyelle est dite ouverte, celle terminée par une consonne est dite fermée. On parlera donc de langue à syllabation ouverte ou de langue à syllabation fermée, selon le type de structure syllabique canon présenté par cette langue.
la structure syllabique canon de la langue permet de savoir quel élément, consonne ou voyelle est susceptible de constituer le langage syllabique, ou mieux, le centre de syllabe. Voilà, donc un peu cette syllabe. Alors, par contre, la syllabe Yoruba est une syllabe vocalique. En Yoruba, seules les voyelles sont susceptibles de former les syllabes. Autant de syllabes, autant de voyelles, autant de syllabes. Telle est la règle qui régit la répartition du mot en syllabes. La syllabe en Yoruba est toujours ouverte. Cela vient de ce que l'énoncé Yoruba ne se termine jamais en consonne. Et les consonnes ne se suivent pas dans l'énoncé, quelle que soit la nature ou l'unité de l'énoncé. La courbe syllabique en Yoruba met en valeur la syllabe ouverte. La consonne Yoruba est une consonne croissante. Passons en revue la règle de la syllabation Yoruba. Toute consonne intervocalique est une consonne à tension croissante. Elle appartient à la voyelle qui la suit, ouvrant la syllabe précédente à l'intérieur d'un mot, bien qu'à l'intérieur d'un syntagme. Nous allons maintenant voir la structure syllabique du mot en français en Yoruba. On a eu le texte, maintenant il faut segmenter le texte en syllabes. C'est là où beaucoup disent que c'est trop compliqué. Et si on ne connaît pas la règle, voyez-vous, ce n'est pas possible. Donc les chers professeurs de français que je vois là, il faut enseigner, ce n'est pas facile. Vous apprenez à faire des fautes, mais il faut aller là pour segmenter. J'étais quelque part à l'école normale supérieure, j'ai écrit le mot homme. J'ai dit homme, H-O, 2-M-E. L'école normale supérieure, alors, il y a combien de syllabes? Oui. Et moi, homme, une seule syllabe. V-C, une seule syllabe. Voilà. Il faut connaître ces règles de syllabation. Constitution de la syllabe en français. La structure syllabique est une caractéristique phonétique capitale de la langue. Elle varie d'une langue à une autre, en ce sens que toute langue a ses particularités. Elle manifeste tantôt dans le choix du son syllabique, qui fait le sommet syllabique, tantôt dans la constitution syllabique, tantôt dans les deux. La syllabe française est une syllabe vocalique. En français moderne, seules les voyelles sont susceptibles de former les syllabes. Autant de syllabes, autant de voyelles, autant de syllabes. C'est la règle qui régit la répartition du mot et du groupe accentuel en syllabes dans la langue française. La courbe syllabique en français met en valeur la syllabe ouverte. Dans la plupart des cas, la consonne française est une consonne croissante. Passons en revue les règles de syllabation française. Il y a 5 règles de syllabation française. Première règle, 1. Toute consonne intervocalique est une consonne à tension croissante. Elle appartient à la voyelle qui la suit, ouvrant la syllabe précédente à l'intérieur d'un mot aussi bien qu'à l'intérieur d'un syntagme. Exemple, le tableau, le verbe aller. Aller. Voyez-vous, croissante, ça va vers l'autre voyelle, ça ouvre l'autre. Donner. 2. Un groupe de 2 consonnes dont la première est un bruit et la deuxième une sonante appartient à la voyelle suivante, les 2 consonnes étant croissantes. Patrie. Tableau. 3. Un groupe de 2 consonnes dont la deuxième est une des 3 sonnantes. Et au tableau, il y a voix, etc. Constitue une syllabe avec la voyelle qui le suit. Les 2 consonnes sont croissantes, quelle que soit la nature de la première. Exemple, allié, alouette. 4. Si le groupe de consonnes est formé par 2 consonnes bruit ou par 2 sonnantes, ou bien si se compose d'une sonnante et d'un bruit, la première consonne est une consonne à tension décroissante et la deuxième une consonne croissante. Facteur, bascule. 5. Dans un groupe de 3 consonnes avec S au milieu, la courbe syllabique se fait après le S. Exemple, obstacle. Alors, nous remarquons, nos travaux, voyez-vous, je ne vais pas montrer tout cela, remarquons que sur les 82 types de structures syllabiques, seuls 8 sont productifs. Ça, c'est en français. Consonne voyelle, 27,94%. Vous voyez déjà, ça montre la structure
de la langue française. Et à partir de là, on ne peut pas faire certaines affirmations. Non. La langue qui a déjà cette structure-là ne peut pas être une langue synthétique. Ce n'est pas possible. Elle ne peut qu'être analytique. On voit maintenant la structure morphologique pour voir si elle est agglutinante ou pas. Vous voyez les faits. Voilà. À la lecture de ces résultats, on note que le français connaît des syllabes ouvertes et des syllabes fermées, et la syllabe type du français est la syllabe consonne voyelle. Structure syllabique du mot en Yoruba. La structure syllabique de la langue Yoruba reflète la manifestation de tendances universelles bien connues. C'est pourquoi la syllabe de type CV, universellement connue, est la plus répandue et constitue 75% des syllabes dans le texte. Et on tout ça avec les données statistiques. La structure syllabique est une des caractéristiques phonétiques capitales de la langue. Elle varie d'une langue à une autre, en ce sens que toute langue a ses particularités. L'une des différences les plus remarquables entre les langues réside dans la variété de types de structures syllabiques qu'elles présentent. Tandis que les syllabes de type CV se trouvent dans toutes les langues connues, certaines langues comme le russe, l'allemand, le serbe, le tchèque, etc., par exemple, se distinguent de beaucoup d'autres par la variété de groupements consonantiques qu'on y trouve en position initiale et finale des syllabes. Le Yoruba est de ce point de vue une langue remarquable par la simplicité de cette structure syllabique. La structure canonique de lexème est de type consonne-voyelle pour les verbes et de type voyelle, consonne-voyelle pour les noms. La variété de structures syllabiques qu'on trouve dans les différentes langues peut être représentée par une échelle allant des langues qui possèdent la plus grande complexité syllabique à celles qui ont les structures syllabiques les plus simples. Les langues peuvent être groupées en classes selon ce critère. Structure morphologique du mot en français et yoruba. Structure morphologique du mot en français. La structure morphologique du mot en français est le reflet de la caractéristique. Pardon, la structure morphologique du mot est le reflet de la caractéristique typologique de la langue. Plusieurs procédés morphologiques interviennent dans la formation des mots en français. Tout mot construit comporte un élément désignant le radical et ou élément dénotant les catégories de pensée générale qu'on appelle affixes. Parmi les affixes, on distingue les flexions, désignantes verbales ou marques nominales, et les préfixes et suffixes. L'analyse morphologique du texte étudié présente 13 modèles de structure morphologique que vous voyez déjà au tableau, avec les pourcentages. Et il y a la racine, il y a racine suffixe flexionnelle en français, racine suffixe flexionnelle, racine suffixe dérivationnelle, ce qui ne sera pas le cas en Yoruba. Structure morphologique du mot en Yoruba. La structure morphologique du mot est le reflet de la structure grammaticale de la langue. Sur la base de l'analyse morphologique du corpus, on a examiné les modèles de structure morphomatique des parties du discours, des indices typologiques caractérisant la structure morphologique du mot, y compris la corrélation entre les morphèmes lexico et grammaticaux. Les mots autonomes, mots à sémantisme fort, constituent la plus grande partie des mots, 55-50%, viennent ensuite les signes de ligament, les mots accessoires, etc. Et enfin les signes théitiques, les pronoms. Parmi les mots autonomes, les plus utilisés sont les substantifs, etc. Et dans le texte étudié, on rencontre les structures morphologiques suivant du mot racine, vous voyez, racine, 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 racine. On n'y voit pas, il y a seulement les préfixes. Hein, ça c'est pour former les noms, et interfixes. Le Yoruba n'a pas de suffixe et tout ce qui vient. En Yoruba, le mot contient au maximum entre 3 et 4 morphèmes. Des 10 modèles de structure morphomatique, 3 modèles seulement sont fréquents, voyez-vous, et aussi les modèles à 2 morphèmes, etc. Alors, voilà un peu cette structure. Ce qui nous amène, parce que je vais citer Oyelaran, pour comprendre un peu la stature de ce langue. Alors, Oyelaran dit les relations grammaticales. Donc, le Yoruba, comme le chinois élevé au Togo, est une langue isolante, c'est-à-dire que le mot simple, non composé, est rigoureusement monomorphémique. Le mot consiste en une racine, sans désignance quelconque. Le mot composé est donc un enchaînement des racines. Et il dit, les relations grammaticales sont marquées ou bien
par la juste apposition de mots simples, ou bien au moyen de morphèmes grammaticaux qui jouent le même rôle que les désinences nominales et verbales des langues synthétiques. Il dit le verbe français, avec ses flexions, exemplifie un système un peu synthétique. En Yoruba, donc, les catégories syntaxiques de nombre, genre, cas, temps et voix font défaut. Et ça peut être la même chose qu'en éveil, en gain, en fongé. C'est clair, ça n'existe pas. On doit parler de conjugaison dans ces langues, ce n'est pas possible. C'est des langues à moi. La conjugation, c'est quoi? C'est affaire de désinence. De morphologie explicite, les cas. Ça n'existe pas. Alors, ce qu'il dit, ce qu'on peut considérer, on peut dire seulement que ce qui existe là comme cas, c'est l'aspect. Voilà. C'est l'aspect qui caractérise ces langues-là. Hier, demain, futur, il faut d'autres morphèmes pour montrer cette idée. Ce n'est pas pareil en français. Encore moins en allemand, c'est une langue flexionnelle. Vous voyez, donc il faut connaître ces choses-là pour savoir quelle théorie appliquer. Sinon on risque de dire autre chose. Vous pouvez conjuguer le verbe en guingbé, vous pouvez conjuguer le verbe en adjabé, vous pouvez conjuguer le verbe en évé. Nous sommes à un colloque international, on peut démontrer. Il faut faire beaucoup attention. Quand on ne connaît pas ces choses-là, on décrit mal la langue, mais quand on fait mal la description, ce que le professeur tunisien a dit, on sera loin, hein? On sera très loin de... Donc faisons beaucoup attention. Voilà, donc vous voyez un peu toutes ces choses-là, je vous fais fi de tout ce qui reste. Alors la structure morphosyllabique du mot en français Yoruba, structure morphosyllabique du mot en français. Dans le texte étudié, les modèles les plus usités sont en français racine, 69,1%, racine à une chose, là, racine à deux morphèmes, etc. Racine à une syllabe, racine à deux syllabes, racine à deux syllabes, etc. Nous avons analysé les modèles de structure morphosyllabique du mot, la corrélation des frontières morphèmes de syllabes et la distribution des frontières syllabiques à l'intérieur des morphèmes et au point de jonction. Voilà. Ça veut dire quoi? Pourquoi étudier la structure morphosyllabique des mots? Pourquoi? Parce qu'en vietnamien, hein, en birman, en chinois, les frontières de syllabes coïncident avec les frontières de mots. Et même les frontières de morphèmes, c'est difficile. Vous dites à un chinois, et puis va vous prononcer papa comme ça, ce n'est pas il va entrecoupé. Parce que c'est des langues monosyllabiques. Alors ce que nous voyons déjà à la syllabique, ça montre que le français n'a pas une langue monosyllabique. Hein? La morphologie en birman, c'est autre chose. La morphologie en chinois, c'est autre chose. C'est d'autres spécialistes qui s'en occupent. Ce n'est pas la même chose du tout. Si vous prenez ces langues-là, ces théories, ces langues indo-européennes pour appliquer à ces langues, il faut passer à côté de la réalité. Voilà. On finit. Voilà. Donc, nous faisons la même chose, on fait la même chose en Yoruba. Et c'est là où nous voyons quand même qu'il y a des racines à une syllabe, à deux syllabes au sein du Yoruba. Ce qui veut dire que le Yoruba n'est pas une langue monosyllabique. Il y a déjà ce système de complexification. Voilà pourquoi nous voyons tous ces résultats donnés là. Bon, nous avons fait fi de tout ce qui reste, tout ça c'est là, au tableau. Nous allons passer à l'analyse. La classification typologique des langues est une classification des structures de mots et de la façon dont les structures phonologiques et grammaticales s'organisent dans les formes de mots. Des traits d'ordre analytique, agglutinants ou fusionnels se rencontrent en fait dans la plupart des langues et c'est leur proportion relative qui change d'une langue à l'autre. Le fait qu'une langue soit isolante ou non est manifestement une question de degré. Étant donné les mots et les morphèmes de la langue en question, le degré moyen d'isolement ou de synthétisme peut s'exprimer par le rapport
nombre de morphèmes, nombre de mots, plus le rapport est bas, plus la langue est isolante. Le rapport pour la langue isolante idéale étant égal à 1. À la suite de Grimberg, nous précisons que si le rapport est inférieur à 2, la langue est isolante ou analytique. Si le rapport est compris entre 2 et 3, la langue est synthétique. Si le rapport est supérieur à 3, la langue est polysynthétique. Alors, à quel type de structure, à quel type structurel appartiennent les langues françaises et yoruba? Les indices typologiques de la structure morphologique du mot nous aideront à préciser la typologie structurelle des langues françaises et yoruba. Regardez un peu le tableau, il n'y en a pas. Regardez les indices typologiques, s'il vous plaît. Présentez-les bien. Hein. L'analyse quantitative faite selon la méthode des indices quantitatifs proposée par Grimberg en développant les méthodes SAPI nous donne les résultats suivants. Regardez les indices de la langue française. Synthétisme, regardez l'indice de synthétisme. 1,72, c'est bien ça, non? Du français, oui. 1,72. Alors, indice d'analytisme, 0,38. De grammaticalité, 0,63. Ça montre que le français n'est pas une langue monosyllabique, le français est une analytique, j'en viens. Et grammatical. Alors, regardez les mêmes types d'indices en yoruba. Synthétisme, 1,32. Analytisme, 0,23. Grammaticalité, 0,3. Alors, regardons le premier tableau. Lexicalité, indice de lexicalité en français, 0,37 et grammaticalité 0,33. Regardez la même chose ici. Grammaticalité pour Yoruba, c'est 0,33. Lexicalité, 0,67. Donc, le Yoruba est une langue lexicale. Voyez-vous, le français est une langue grammaticale. Alors, l'étude de la corrélation des unités phoniques syllabes et les unités significatives morphèmes nous amène à conclure que le français est une langue analytique et agglutinante. Quand vous voyez comment les morphèmes, les liens entre les morphèmes, on peut les détacher sans que les parties ne perdent leur signification. Et le Yoruba est une langue isolante, analytique, lexicale, à préfixation et faisant un usage massif de construction agglutinante. Le Yoruba n'est pas une langue agglutinante, mais elle fait usage massif de construction agglutinante. Alors, pour terminer, vous voyez en annexe, allez-y, il y a annexe. Après la bibliographie, il y a annexe. Vous pouvez voir déjà vous-même. Structure morphologique du mot en français. Le premier tableau, annexe 1. Annexe 1, voilà. Regardez vous-même les constructions. Racine. Racine suffixe. Flexionnel. Suffixe flexionnel. Suffixe dérivationnel. Vous voyez la composition du mot en français. Jetez un coup d'œil un peu en Yoruba. Non. Oui, racine, préfixe, racine, 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 préfixe, racine, racine. Et quelque part seulement, au niveau des déitiques, racine, interfixe, racine. C'est tout. Voyez-vous, racine et préfixe. Il n'y a pas de suffixe dérivationnel dans cette langue. Il n'y a pas de suffixe flexionnel. Il n'y a pas de suffixe, etc. Vous voyez déjà quel type de langue nous avons affaire. Et le français. Et cela, on peut l'appliquer à n'importe quelle langue. Ça peut aider en didactique des langues. Ça peut nous aider à mieux décrire désormais nos langues. Parce que nos étudiants, ils apprennent n'importe quelle théorie. N'oubliez pas que il y a des universaux. On en a parlé. Mais il y a des typologies. Il y a des universaux. Les traits communs à toutes les langues. Cependant, il y a des particularités entre les langues. Si nous ne faisons pas attention, nous allons mal décrire les langues et nous n'allons jamais atteindre ce que nous souhaitons. Je vous remercie.
Merci beaucoup, hein. Merci. Modérateur. Merci beaucoup, cher professeur, avec toutes nos théories là. Présentation, une conférence enrichissante. Au-delà des immersions linguistiques, nous devons obtenir une chose. Les langues ont leur particularité. Et le problème, c'est que le professeur nous a édifié à ce sujet. Alors, nous avons le Yoruba et le français qui ont été comparés et nous constatons à travers la présentation du professeur que le Yoruba est une langue lexicale isolante, analytique, alors que le français est une langue analytique et agglutinative. Dans les traits qui sont présentés, on constate évidemment qu'il y a une similitude. La similitude, c'est analytique de part et d'autre. Voilà. Mais le Yoruba a ses particularités qu'il faut. Et c'est le problème que le professeur a posé au début. Lorsque le professeur de français est affecté sur le terrain vers le nord, il y a une rencontre, évidemment, on constate au niveau des apprenants des difficultés de tout genre. Et ces difficultés d'apprentissage sont liées sont à la question d'interférence liée évidemment à l'enseignement-apprentissage en milieu multilingue. Ce qui fait que parfois, nous allons condamner, le procès de français condamne certaines fautes, entre guillemets, des apprenants qui ne sont pas en réalité des fautes, qui sont en réalité des erreurs. Et c'est là qu'il faut établir la distinction la différence entre une erreur et une faute. Donc, l'erreur est commise de façon inconsciente, sur la base des connaissances linguistiques de départ de l'apprenant. Vous voyez, par exemple, lorsque l'apprenant va dire j'ai coupé la route dans sa langue, en français c'est une faute, mais lui, en ce moment, il a commis une erreur. Parce que dans sa langue, on dit j'ai coupé la route. Et il a bien dit. Mais dans le système qui est établi, lorsque l'enseignant ne lui a pas appris comment on le dit, il doit considérer ça comme une erreur, mais pas comme une faute. Mais lorsqu'il va lui apprendre, on ne dit pas on a coupé la route, on dit plutôt on a traversé la route. Et que l'apprenant commette cette erreur, ça devient une erreur. Donc ce sont des difficultés en face desquelles les enseignants se retrouvent en face desquelles les enseignants se retrouvent lorsqu'ils sont sur le terrain. Et cela est dû évidemment aux différences de structure, c'est-à-dire aux différents systèmes morphologiques et parfois syntaxiques que le professeur vient de présenter. Alors, nous voyons que le Yoruba n'a pas de suffixe, alors que le français le comporte. La structure syllabique du Yoruba est ouverte. Elle est ouverte, alors que celle du français est à la fois ouverte et fermée. Donc, nous faisons face ici à deux systèmes morphologiques, disons, différents, mais quand même qui se retrouvent, qui ont des similitudes à certains endroits. Donc, je ne vais pas aller loin dans mes commentaires, je vais m'arrêter ici, parce que le professeur a été édifiant et clair de bout en bout. Nous allons ouvrir tout de suite le débat
Et disons, la liste est ouverte pour les interventions. Encore une fois, cher professeur, merci pour votre présentation aussi limpide et intelligible. Je voudrais que, avant qu'on commence le débat, que vous applaudissiez encore mon cher professeur. Merci beaucoup. La liste est ouverte. Alors, la collègue là-haut, s'il vous plaît. Allô? Oui. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas une question à poser, mais je dois beaucoup féliciter le grand professeur pour sa brillante communication. J'ai beaucoup aimé la communication, mais je voudrais savoir si c'est possible d'avoir la communication, parce que ça demande énergie. Voilà, j'ai besoin de ça. Merci. Monsieur Léna, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous aurez ça. Professeur, je voudrais, d'entrée de jeu, dire merci au professeur Bata pour ce cours magistral qui m'a été fait. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Pour nous qui sommes détachés, parce que nous sommes formés en tous les langages, mais en service dans un autre institut. Donc, quand on me voit en tant que linguiste, on me dit que je peux tout faire. Et j'ai aussi vu les difficultés auxquelles j'ai été confronté, parce que ce n'est pas ma spécialité à la base, qui a été traitée ici dans la communication du professeur, et vraiment ça va me permettre d'enrichir déjà le peu que je parvenais à ce qu'on va me débrouiller. Merci de ce que le professeur nous met sur la disposition, ça nous sera vraiment très utile. Ma question à présent, elle est relative aux indices typologiques. On a pu, à partir des deux tableaux, faire une comparaison entre ce que le Yoruba propose et ce que la langue française propose. Mais est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on peut déterminer qu'une langue donnée est de type lexical ou analytique ou autre? Un seuil, parce qu'on n'a pas pu voir. C'est là ma question. Merci encore, professeur. On a appris beaucoup de choses. Alors, comme il aime à le dire, c'est vraiment de la théorie. Hein? Il a fait beaucoup de théories sur la linguistique, philologie, beaucoup de choses, l'agglutination des langues. Et là, c'est là qu'on va droit vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'implémentation de ces techniques-là, de ces règles dans l'outil informatique. Il y a que nous parlons aujourd'hui là. Les spécialistes s'asseyent et on voit comment ces règles-là peuvent être implémentées tout simplement dans les applications Android, dans les logiciels, dans les plateformes en ligne, voyez-vous. Donc, ce côté-là est très très important. On ne peut pas s'en passer dans l'industrie du numérique aujourd'hui. C'est la description de la langue. Et nos langues ne sont pas au même niveau. Les langues africaines, quand je dis nos langues, ne sont pas au même niveau dans la description. Il y en a qui sont avancées, très avancées d'ailleurs. Et il y en a qui n'ont même pas commencé. Et il y en a qui sont au milieu. En ce moment, c'est un truc de cœur, ce cours-là, je vais dire, ces textes du professeur, qui s'occupe de cœur, ça va vers nous tous. De fournir le plus d'efforts, de voir une langue au moins en Afrique pour pouvoir faire avancer ces règles, c'est-à-dire ces descriptions. Bon, maintenant, cela dit, puisque nous sommes dans les temples du savoir, entre académiques, donc je vais faire un tout petit peu, vraiment, un bémol quelque part. Parce qu'au début, le professeur semblait ne pas être d'accord avec la terminologie. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle le comprend, l'informatique comprend, même en français, c'est la terminologie qui a fait avancer les choses. En France, on ne disait pas d'abord ordinateur, on disait toujours computer.
C'est en 1954 qu'on a demandé à un linguiste terminologue de donner, c'était IBM France, de donner un terme qui va avec la nouveauté. Il a proposé ordonnateur parce qu'il y avait un prélat qui utilisait ça dans son église, ses professeurs de l'université. Quand il partait à l'église chaque fois, il y avait un professeur et son prélat qui utilisait ça, ordinateur, Dieu, le plus grand ordinateur du monde. Voyez-vous, le mot ordinateur est venu comme ça. Sinon, les Français avant ne connaissaient pas ça. La même chose que Mantaille, qui est devenu logiciel aujourd'hui. Il y a eu plusieurs propositions pour avoir le mot software en français. Il y a Mantaille, il y a calculateur, mais ce qui a pris le dessus, c'est le mot logiciel. Voilà notre terminologie. Donc, pour dire que ce n'est pas la terminologie qu'on doit traiter aujourd'hui, moi je pense qu'on doit un peu voir ce côté-là. Parce que la terminologie aujourd'hui, elle est d'actualité, plus que d'actualité d'ailleurs, parce que nous, on a été confrontés à cela quand on traitait lié à le traitement automatique du Bambara dans les moteurs de Google Translate. Ça veut dire quoi? Quand vous donnez un texte de la biologie, et traduire du français vers les Bamanankan, vous allez voir beaucoup de mots français en Bamanankan là-bas parce qu'ils n'ont pas de répondants en Bamanankan d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de la terminologie. D'où il faut compter sur chaque sous-domaine du domaine science du langage, bien de la linguistique, et on ne doit pas se limiter seulement à la description. La description, on a commencé, on évolue là-dedans, mais il y a d'autres choses, la normative, la prescriptive. Parce que tout ça, ça fait partie de la linguistique, parce que quand on quitte on décrit, on sort des normes et on prescrit aussi. Ça fait partie. Donc, cela, nous sommes dans le temps du savoir, nous sommes académiciens, donc il faut qu'on dise ce qu'on a et ce qui se doit. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Ma question, c'est en rapport avec la théorie utilisée. Donc, si vous pouvez revenir citer ça explicitement, que je vois un peu, c'est quelle théorie qui permet justement de parvenir à ces méthodes d'indice-là et aussi la méthodologie. Voilà comment, au niveau méthodologique, on arrive à trouver des pourcentages de structures spécifiques et qui permettent à la fin de classifier les différentes langues selon que certaines sont grammaticales et d'autres lexicales, agglutinantes ou pas. Voilà comment on procède, parce que ce sont des méthodes justement que parfois les étudiants n'ont pas, même beaucoup de chercheurs. Et lorsqu'il s'agit de faire des descriptions de phonologie, voilà, donc on s'attache très souvent aux méthodes fonctionnalistes. Et donc ce sont des descriptions superficielles. Voilà ce que j'ai remarqué. En termes d'évolution par rapport à l'une ou l'autre des deux langues, c'est-à-dire le yoruba et le français, je parle de l'évolution. Alors, au niveau des dérivatifs, par exemple, pour les deux langues, à quel niveau on observe beaucoup plus l'évolution concernant, par exemple, le volume de la terminologie? Parce qu'il me semble que la grammaire évolue peu, sinon elle n'évolue pas du tout. Ce qui évolue plus, c'est le lexique, en termes de vocabulaire. Alors, par rapport à l'analyse que vous avez présentée au niveau de la morphologie, en parlant, par exemple, des affixes, est-ce qu'on peut faire un lien donc, entre ces affixes et la partie de l'évolution au niveau de la création terminologique? Merci. Merci une fois encore, président du comité d'organisation, qui a bien voulu m'inviter à ce colloque international. Nous avons beaucoup lutté et nous continuons de lutter pour que nos langues et cultures émergent. Et vous, donc, Togo, par-ci, par-là, on a beaucoup écrit, Sénégal,
Voilà. Nous sommes heureux aujourd'hui que certaines choses se font quand même, certaines décisions politiques commencent par être prises dans nos pays pour voir l'aboutissement aujourd'hui de nos langues. Merci, merci beaucoup. Merci à Madame Dao. Non, cette communication, je vais remettre la clé au docteur Ligan, mais il va vous les envoyer, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, voilà. Alors, quelqu'un voulait savoir les indices, là, s'il y a un seuil. Ça, M. Kouassi. Voilà, non, M. Kouassi, vous êtes linguiste. Il ne faut pas avoir peur. C'est des gens quand même qui créent. De toute façon, vous le voir. Prenez par exemple un malade, un patient qui est à l'hôpital. On ne diagnostique pas bien le mal. On fait partie. Malheureusement, j'ai des amis qui sont partis comme ça, souffrant de diabète. Ils sont dans le centre de santé. Et on l'a envoyé du sérum glucosé. Mais oui. Vous voyez, c'est que quand vous faites vraiment, vous lisez tout, vous faites des recherches, vous constatez que certaines descriptions ont été mal faites. Et quand c'est mal fait, on ne peut pas aboutir. Je donne l'exemple pas du peuple, au cas du Yoruba. Ces missionnaires, vous voyez, les universaux, vous voyez, le latin. Tout le monde pensait que toutes les langues du monde ont les mêmes structures. Il y a des structures qui vont ces langues, que le latin, qui est une langue synthétique, vous comprenez? Et on part de là, ces catégories-là, on veut les appliquer aux autres langues. Il y a eu des erreurs. Et quand les natifs même ont commencé par évoluer, ils disent, ah non, ça là, ils ne peuvent pas avoir, ils ont commencé par corriger les choses. Bien sûr, ces indices-là, je les ai montrés tout à l'heure. Voyez-vous, les signes de lexicalité et les signes de grammaticalité, bon, ils ne sont plus là, je vais vous montrer le premier tableau là. Ce n'est pas des calculs. On y est arrivé, regardez alors. C'est des hypothèses. Parce qu'il y a des langues, ça c'est ouais, c'est pas notre domaine. Quand moi j'ai étudié un peu, moi j'ai étudié à Moscou, vous voyez, il y a l'académie. Il y a des spécialistes de la sinologie. Vous voyez, chez nous, il y a des spécialistes, des académiciens. Donc, comme c'était le Yoruba, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les tromper. Ils savent que les langues de l'Afrique de l'Ouest, pour la plupart, sont typologiquement apparentées au birman, aux chinois et d'autres. Donc quand vous affirmez, peut-être l'Africain, vous affirmez autre chose, ils vont vous dire non. Tout ce que vous dites là, affirmez, ça ne peut pas exister dans votre langue. Voilà, c'est très important. Parce que nous confondons ces choses-là. Quand on les confond, on fait du mauvais travail. Mais si nous faisons de la mauvaise description, on ne peut pas. Donc ils ont posé une hypothèse, parce que le birman, quand vous prenez le birman, il n'y a pas de limite entre la syllabe, le morphème et même le phonème. Donc en birman, les gens parlent de morphosyllabème, de syllabo-morphème. Des choses que nous ne connaissons pas, mais il n'y a pas de ces spécialistes-là. Il faut faire beaucoup attention. Il y en a ailleurs. Les spécialistes des langues orientales, au moins l'INALCO, à Paris, vous connaissez INALCO, vous n'en avez pas parlé, non? Ils traitent un peu de la langue du sud-est de l'Asie, le Yoruba, etc., les langues qui sont typologiquement apparentées. Alors, donc, si l'indice de synthèse est 1, voyez-vous, mais avant qu'on arrive là, justement, on n'invente pas, on ne prend pas les mots isolés. Vous voyez, quand nous parlons, quand nous parlons, on n'utilise pas les phonèmes de façon isolée, mais c'est dans une combinaison. Alors, quand nous enseignons la phonétique combinatoire, tel à côté de temps, il y a influence, il y a ceci, cela, vous comprenez? C'est ça.
c'est les textes qui montrent cette structure-là, les relations qui existent. J'ai dit tantôt que tout est dans la langue. Pour donner ma tête à couper. Ce n'est pas les académiciens qui inventent la langue, et pour la grammaire d'une langue. Non, on ne peut pas inventer. Vous allez même au village, dans la campagne, voir votre micro. Dis ceci, dis cela, raconte-moi une histoire, raconte. Et moi, linguiste, je vais dans mon labo, je commence par analyser. On va analyser. Ferdinand Saussure l'a dit, et je pense que jusqu'à encore dans un siècle, ce sera valable. Le linguiste écrit, il ne prescrit pas. Voyez-vous, la grammaire, c'est la norme, comme il a dit. Bon, les académiciens vont leur dire, bon, écoutez, cette structure-là, on va peut-être voir, on va peut-être faire ceci, on va peut-être imposer. C'est ça, aux Français aujourd'hui, on modifie un peu, on dit, bon, alors c'est ça qu'on va appliquer. Alors, quand on pose la question aux gens, on dit, mais pourquoi est-ce que vous dites que quand deux mots commencent par ça va être 2P, alors quand on était écolier, là, on était au CPE, là, on avait des petits carnets, on dit, ah, mais les gens ne prononcent pas AF comme ça, ils disent AF. Mais NF. L'examinateur, pour aider, il relit, il dit, ah, on ne comprend pas quoi. Alors, quand on demande aux Français, on dit, pourquoi vous ne pouvez pas dire non? On tient compte de l'étymologie, que le français est une langue romane, issue du bas latin. Vous comprenez? Donc, le système orthographique, pour le moment, etc. Mais, ça, c'est des normes, etc. Alors, ils disent que quand notre indice est inférieur à 2, et on a vu que l'indice du français est inférieur à 2. Inférieur à 2, c'est 1,72. Ah, c'est pas 2, c'est pas plus que 2. On ne peut pas affirmer aujourd'hui. Le français ancien, d'accord. Le français moderne, on ne peut pas dire que c'est une langue synthétique. Non. Parce que cet indice, c'est ce que ça nous dit. Alors, quand le rapport entre 2 et 3, la langue est synthétique. Si c'était un test allemand, on aurait peut-être 2,75 ou même 3. Parce que l'allemand est une langue synthétique. Vous comprenez? Le russe est une langue synthétique, etc., etc. Et quand c'est plus que ça, c'est des langues de la Polynésie, là, polysynthétique, là. Voyez-vous, etc. Alors, comment vérifier? Alors, quand on calcule, on regarde dans la langue l'indice d'analytisme. Voyez-vous, on a regardé. On regarde l'indice de grammaticalité. On prend le premier tableau en français. L'indice de grammaticalité, c'est 0,63, par exemple. Pas du test. 2300 mots. On regarde l'indice de lexicalité, c'est 0,37. Et quand on fait la somme, pour vérifier si on n'a pas fait des conneries ou si on n'a pas fait des erreurs, quand on vérifie l'indice de grammaticalité, la somme doit vous donner 1. Voyez-vous? Alors, on regarde pour le français 0,63 grammaticalité, plus que l'indice de lexicalité, donc on voit que la langue française est une langue grammaticale. Donc il y a des constructions. Vous comprenez? Il y a des constructions. Alors quand on compare le même résultat, regardez pour le Yoruba. Grammaticalité 0,33. Lexicalité 0,67. Voyez-vous? L'indice de lexicalité dit donc la langue Yoruba est une langue lexicale. Donc les constructions grammaticales, c'est un peu aléatoire en français et en Yoruba. Vous voyez, en Yoruba, quand vous prenez le dictionnaire, écoutez, je vous dis le même mot, hein, a une signification de pas ça. Ça doit être pareil en éveil, hein, dans les autres langues, en fongbe aussi, il y en a déjà, de par sa position dans les noms, dans l'énoncé. Il est ici, il est sujet, il est ici, il devient verbe, vous comprenez? C'est pas comme en français, vous prenez le dictionnaire, dit manger, c'est un verbe, dormir. Il n'y a pas ces choses-là, dans ces langues-là, et on ne peut pas inventer. C'est comme ça la langue est. Et la langue, voilà. Alors peut-être pour terminer par aborder la question du professeur,
Bien sûr. Vous voyez, les Allemands, chez les réconciliés, on dit, mais tout commence comme cela. Et toutes les langues, peut-être, au départ, étaient de type isolant. Vous comprenez? Les mots là, il faut les agencer. Et plus tard, la langue aussi évolue. Vous comprenez? Et dans cette évolution, ces mots isolants se sont complexifiés. Certains mots se sont un peu liés à d'autres. Alors, liés à d'autres, on peut détacher. Et chaque partie garde sa signification. C'est ça une agglutination. Il y a du latin agglutinare. On peut enlever et ça garde sa signification. Tandis qu'ailleurs, c'est un peu déjà fondu, soudé. Hein? Vous regardez par exemple en latin, amare, amo. Le O là indique l'indicatif. Hein? Le temps, le mot, etc. Qu'on ne peut pas, si vous l'enlevez, O. C'est ça qu'on appelle une synthèse. Vous comprenez? C'est soudé et on ne peut pas l'enlever. Si on enlève, ça perd de sens. Alors, ce que le professeur Péré a dit, c'est vrai. Alors, quand vous prenez par exemple le Yoruba, la plupart des mots sont des déverbatifs, hein, parce que les ustensiles sont venus des verbes, on ajoute un préfixe. Il y a d'autres préfixes qu'on peut enlever. Vous voyez, on dit que, hein, coupé, ake, l'objet avec lequel on coupe. Voyez-vous, que, coupé. Voilà comment les mots sont formés par la Yoruba. Mais il y a d'autres mots de cette structure-là. On ne peut plus enlever ce dit préfixe-là. Parce que ce préfixe, à la longue, hein, comment dire, c'est désémantisé. Omis, par exemple. On ne peut pas, on ne peut plus. Mais autrefois, peut-être en proto-yoruba, hein, on pouvait le détacher. Donc les langues ont commencé, vous voyez, la structure même des mots, c'est ainsi. Et ça a été pareil dans toutes les langues. Et le français ancien, le français ancien était plus synthétique, hein, que le français moderne. C'est certains cas qu'on étudie en phonétique combinatoire, assimilation, dissimulation, dilation vocalique. Ce sont ces phénomènes qui ont fait qu'en français moderne, le français a perdu un peu de certains morphèmes qui étaient soudés pour devenir plus analytique. Et peut-être qu'en évoluant, le même mouvement peut arriver. Par contre, en terminologie, voilà, comment on peut parler de Yoruba? Non. Il y a des termes. Vous voyez, en Yoruba, je prends le bâton, c'est pareil. Bon, les Anglais sont venus. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans notre culture. On a été colonisés. Alors, j'ai dit tantôt que le Yoruba est une langue à syllabation ouverte. Ça veut dire quoi? Aucun mot d'origine Yoruba n'a de syllabes fermées. C'est pas vrai. Quand même on écrit Ori, le N qui est là, c'est la marque de la nasalisation. C'est la marque de la nasalisation. Et donc, aucun mot. Alors, quand on dit bread, vous voyez, les Anglais britanniques ont dit bread. Le Yoruba est incapable de dire bread. Très bien, bread. Il ajoute toujours une voyelle. Parce que la structure de la langue est la syllabation ouverte. Et ici, par exemple, les langues de groupe, pourquoi? Ce que je dis, ça vaut aussi pour les autres parler, même si je ne les parle pas. Je connais, pourquoi me tromper? Alors, il y a les langues goût, hein, qui doivent être chez vous aussi, etc. Là, c'est des langues syllabation fermée. Voyez-vous, la syllabation fermée. Donc là, c'est clair. Donc voilà un peu en matière, même si on prend ces emprunts-là, des mots qui ne terminent pas des consonnes, en Yoruba, il faut toujours ajouter. C'est naturel, hein? On ajoute toujours une voix. Ça doit être pareil aussi, dans cette langue-là. Voilà, non, il reste encore. Bon, voilà, donc je pense que... Non, attendez, je laisse. Abalo, oui, c'est Abalo. Balo. Oui, tout ce que vous... Non, je suis d'accord. Monsieur Balo, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Implémentation, tout ça, c'est bon. Mais, terminologie, d'accord. Nous n'allons pas faire la terminologie pour nous. Et pour créer, ce n'est pas aussi l'affaire d'un seul individu. J'ai des ouvrages, je ne vais pas porter aujourd'hui, au Nigeria, pour le Yoruba. Si vous voyez le comité pour la terminologie,
c'est presque tout le monde. Il y avait même notre feu Olabi Yahi qui participait. Bamboche est là, Oboulou est là, tout le monde. Et comment, voyez, on appelle même les spécialistes. Voyez, par exemple, moi je suis traducteur, je vous ai dit tout, c'est difficile pour moi. Mais le traducteur n'est pas traducteur sur tous les champs. Hein. Ah non, des fois vous êtes obligé d'appeler, mais ça là, qu'est-ce qu'on ne dit pas là? Expliquez-moi. Vous comprenez? C'est ça. Donc, on prend chaque domaine, mathématiques, physique, hein, on doit aller un peu avec les spécialistes aussi. Ils vont essayer de nous faire choses là. Je vous avais dit en tant qu'à l'INALA, quand on traduisait les systèmes là, il y avait un organe qui envoyait ça au Niger un peu partout. Et on nous avait demandé, on a traduit le vocabulaire des élections, et le lexique mathématique, c'était difficile. Parce que on a invité un professeur de mathématiques, on dit, il faut nous aider là. Triangle équatorial, trapèze. Quelle est la notion de trapèze? Oui, pourquoi on n'a pas ces éléments-là? Parce que nos langues ne sont pas introduites à l'école. Oui, nos langues ne sont pas introduites à l'école. Et en matière de terminologie, nous devons faire aussi un peu attention. Comment la langue est née? D'où est-ce que nous sommes venus? Comme en Tadia, peut-être qu'en égyptien pharaonique, hein? En égyptien pharaonique, on peut peut-être trouver ce terme-là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tous dans des pays qui s'appellent Kofi, qui s'appellent ceci, qui s'appellent... Ça, nous sait pas, mais comment se fait-il que... Vous voyez, vous dites, tout à l'heure j'ai confondu à Balo, et vous êtes Balo. Peut-être que c'était au départ à Balo, on ne sait pas quel phénomène. Hein? Le A, c'est Amui. Vous comprenez? C'est un peu aussi ce phénomène-là. Et vous avez parlé de cela, juste d'accord. Il y a quelques années, j'étais chercheur avec nos chercheurs, on était allés à Marseille-Lumini. Suivez-moi bien sûr, à Marseille-Lumini. Où on parlait de le RINT, c'était le RINT, là, il y a un RINT, quelque chose, et on nous avait formé un peu en matière de terminologie. Hein, avec le centrafricain, là, comment il s'appelle? Oui, Kikidri, Barcel, voilà, il était parmi nos formateurs. Mais il disait, vous voyez, quand on a inventé quelque chose quelque part, hein, les autres n'ont pas ça. Quand l'ordinateur, ce n'est pas les Français qui ont inventé, vous comprenez? Computer. Et vous, computer, à un moment donné, il dit, mais comment nous allons le rendre dans notre langue? Vous comprenez? C'est un travail d'équipe. Hein? C'est un travail d'équipe. Mais ce travail de l'équipe va réfléchir pour dire, mais ça correspond à quoi en tant que concept, en tant que notion? Vous comprenez? Sinon, on risque de passer un peu à côté. En français, il nous a dit week-end. Non, aujourd'hui, on a dit, à l'époque, on dit fin de semaine. Fin de semaine. Donc, il y a des expressions comme ça, on a emprunté. Et c'est avec le temps hein, qu'on arrive à faire ça là. Les autres disent souris hein, pour notre ordinateur. Mais est-ce que nous, on va employer le terme de souris, jacquard, ou bien je peux dire non, c'est que eux, ce n'est pas analogie, ça ressemble à la forme d'une souris. Donc il faut toujours une équipe, tout ça pour réfléchir. Voilà comment les autres l'ont rendu, voilà comment les autres l'ont fait, etc. J'ai donné tout à l'heure des termes, etc., phonétiques, phonologiques, du grec, et chacun essaie de faire cela. Oui, attends, oui, je suis fini, j'ai fini. Monsieur Zagré à côté, il a dit de bonnes choses. Oui, c'est des méthodes, je pense que j'ai expliqué. Ces méthodes-là, comment on fait? Vous prenez un texte, parce que j'ai dit c'est le texte qui... C'est-à-dire, sans texte, vous allez fausser. Vous prenez un texte écrit, c'est ça qui montre le système. Et vous maîtrisez ces règles-là. Donc, vous allez donner, par exemple, pour le français, les règles de syllabation du français. Si vous ne pouvez pas, si vous segmentez le texte à votre manière, non, vous aurez quel résultat? Ça ne va pas correspondre à la structure interne de la langue, etc. Alors, non, je suis en train de finir, il faut que je vous réponde. Voilà. Donc, et ces indices-là, il y a des manières. Quand vous avez les phonèmes, quand vous avez les syllabes, en voyant d'abord même la structure des syllabes, en voyant la langue, si la structure canon, la syllabe canon c'est CV, on le pose un plus élevé, si vous dites que cette langue est synthétique, le spécial vous dira non. On ne peut pas avoir cette structure-là, telle proportion,
Il va vous dire de prouver comment alors cette langue est synthétique. De montrer alors cette tendance grammaticale. Vous comprenez? Donc ça, c'est déjà vous montre, et vous comparez, etc. Lexicalité, grammaticalité, je l'ai montré. Voyez-vous? Voilà. Comment on peut le faire? C'est des techniques. Hein? Donc il faut un peu s'investir là dans cette technique-là pour le faire. C'est pas difficile. Non, attendez, je viens. J'ai répondu, je pense que j'ai pris les préoccupations de tout le monde. Non? Voilà, merci. Vous avez répondu à toutes les questions. Les gens vous donnez le test. Vous avez répondu à toutes les questions. Vous allez passer un bon procès. Merci beaucoup. Ce matin, nous retenons ceci des deux conférences. Le savoir-faire numérique est crucial pour nos langues et pour le développement de nos pays. Deuxièmement, les langues ne sont ni identiques ni irréductiblement différentes. La grammaire est dans la langue. Merci beaucoup.